Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Comme par le plus grand des hasards, mais dans un timing qui laisse songeur, des djihadistes tunisiens du Daesh revendiquent l'assassinat de deux politiciens tunisiens, Rabbi Yarhamhum, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, deux politiciens de gauche résolument opposés à l'islamisme et assassinés tous deux en 2013. Hier seulement, 18 décembre, une vidéo est mise en ligne. On y voit des djihadistes tunisiens qui ont rejoint le mouvement Daesh. Ils sont barbus, habillés de noir et tout le tout-team et tout ce qui va avec. Et donc, après avoir revendiqué l'assassinat des deux intellectuels, ils déclarent la Tunisie Dar al-Harb et menacent d'y semer la mort et la dévastation au nom de Dieu. Curieusement, cette vidéo sonne un peu comme une partie harmonieusement arrangée de toute une partition, la symphonie djihadiste. Curieusement, comme l'islamisme semblait être devenu un tant soit peu fréquentable, ceux qui ont agité l'épouvantail sont passés à la vitesse supérieure et sont mis à parler plutôt de l'ogre salafiste. Mais comme ça ne faisait pas suffisamment trembler dans les chaumières, c'est donc de djihadisme que les adversaires de Marzouki parlent désormais. Beji Qaïd Sebsi a donné le signal dès la proclamation des résultats du premier tour en accusant les électeurs qui ont voté pour Marzouki d'être des islamistes, des salafistes, des djihadistes et des groupes violents. On l'a déjà dit dans une émission précédente. Et c'est dans une émission de la télé française qu'il a fait cette déclaration. Depuis, durant toute la campagne, ce fut pratiquement le principal slogan, dit ou non dit, de l'équipe de campagne de l'adversaire de Marzouki. Et ainsi, de glissements sémantiques en persiflage en tout genre, Marzouki est quasiment devenu l'épouvantail quasi-djihadiste pour faire peur aux Tunisiens et leur faire craindre le pire, c'est-à-dire une mainmise rampante de l'islamisme sur leur pays. La vidéo qui a été diffusée hier et dont nous allons vous montrer un court extrait arrive à point nommé. En l'occurrence, à point nommé parce que à 2 jours avant les élections. En l'occurrence, il flotte donc dans l'air comme une musique déjà entendue en d'autres temps dans un pays tout proche. Aujourd'hui, Radio France Internationale, fin d'une campagne présidentielle houleuse en Tunisie. Direct Info, Tunisie élection, les deux finalistes doivent accepter le verdict des urnes. Le Monde, Tunisie, des djihadistes ralliés à l'EI, l'État islamique, revendiquent l'assassinat de 2 opposants. Nous allons vous montrer un court extrait de cette vidéo. من الجبال نعم يا طواغيت نحن من اغتلنا شكري بالعيد والبراهمي وبإذن الله سوف نعود وبإذن الله نرفع راية لا إله إلا الله محمد أن تقتدوا أثارهم وأن تحيوا سنة الاغتيال في تونس نعم يا طواغيت نحن من اغتلنا شكري بالعيد والبراهمي وبإذن الله سوف نعود ونغتال الكثير منكم والله الذي لا إله إلا هو لن تعيشوا مطمئنين لن تعيشوا مطمئنين ما دامت تونس لا يحكمها الإسلام. Eh oui, rien que ça. Avec nous, Mounir Baltaïfa, un industriel, membre fondateur d'une organisation patronale en France, et Lila Haddad, journaliste accrédité auprès de l'Union européenne. Mounir Baltaïfa, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Merci. Alors, que vous inspire la diffusion en ce moment, dans un tel timing, de cette vidéo djihadiste de gens qui revendiquent l'assassinat des deux intellectuels tunisiens assassinés, des deux politiciens tunisiens assassinés? Rabbi Yarhamhum. Amin. Écoutez, je pense que la tranquillité de la Tunisie dérange beaucoup.
et notamment du côté de Daesh. Et moi, je trouve que ce sont des menaces qu'il faut prendre, certes au sérieux, mais qui n'auront pas beaucoup d'impact sur la Tunisie. Aujourd'hui, la Tunisie, elle est en train de terminer un parcours électoral qui certainement va plaire plus aux uns qu'aux autres. Mais dès début 2015, les Tunisiens, importe peu, je dirais, leur sensibilité, vont se remettre au travail. On a suffisamment discuté, on a suffisamment fait d'élections. La démocratie a pris trop de priorité par rapport à l'économie et par rapport au social. Et on peut pas trop, on va pas continuer à passer notre vie à nous occuper du terrorisme. On a beaucoup de bouches à nourrir. On a beaucoup de, je dirais, de dispersion dans la répartition des richesses. On a une classe politique qui est en train d'apprendre les fondamentaux de la démocratie. On avance et je pense que à partir de lundi prochain, Inch'Allah, la Tunisie sera de nouveau unie avec un seul président de la République, que le meilleur gagne. Et pour moi, ça m'est égal, l'un ou l'autre devront unir les Tunisiens avec un gouvernement, je dirais, élu démocratiquement, avec un parlement élu démocratiquement, avec des Tunisiens qui n'ont qu'une seule envie, c'est de remettre au travail. Restez avec nous, Mounir Beltaïfa. Lila Haddad, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Merci. Alors, que vous inspire cette vidéo et pourquoi elle a été diffusée maintenant, pratiquement 2 ans après l'assassinat des 2 politiciens, pratiquement, et elle apparaît maintenant à 2 jours avant les élections. Est-ce que c'est juste un hasard? Écoutez, je pense que tous les observateurs se rejoignent sur un point, c'est que plus que jamais le processus de transition démocratique en Tunisie est visé. La veille d'une élection électorale, et pas la moindre, présidentielle, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire d'abord, ok, nous sommes là, nous sommes l'État islamique, entre guillemets. Hein, je ne peux pas utiliser un autre terme que celui aujourd'hui galvaudé et utilisé par les médias internationaux. Donc on est là, nous ne croyons pas à la démocratie, nous voulons instaurer donc comme on le dit en français, un califat, hein, c'est-à-dire al-khilafa. Et voilà, c'est d'abord la démocratie tunisienne qui est visée, et je pense que il faut être plus fort que cette tentative, parce que ce n'est qu'une tentative de déstabilisation de ce grand pays qui a déjà donné énormément de leçons, d'abord à ses voisins directs, mais aussi au reste du monde. Oui, en effet, en effet. Mais le timing de cette vidéo, Lila Haddad, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire, c'est qu'ils sont en train de dire aux gens, mais écoutez, il y a même monsieur Sepsi, cet homme qui normalement doit être, c'est-à-dire si la sagesse devait être une personne, en principe, ça devait être monsieur Sepsi, il a 88 ans, donc on ne peut être que le grand sage, alors que lui, il va faire des déclarations. Il faut se pincer pour se dire est-ce que c'est la réalité ou le rêve quand il va dire au reste du monde, au monde entier, que la Tunisie, elle est partagée en deux. 50% de Tunisiens sont des djihadistes, sont des dachistes, sont des islamistes. Voilà, c'est-à-dire, écoutez, votez pour retourner en arrière, votez pour la dictature et visez surtout M. Marzouki, parce que M. Marzouki est désormais catalogué comme étant un islamiste. Alors que moi, j'ai envie de crier sur tous les toits pour dire que Marzouki, qu'on le sache une fois pour toutes, Marzouki n'est pas un islamiste. Marzouki est un laïc, mais il est aussi musulman. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité à être à la fois musulman et laïque. Puis, arrêtons de diaboliser la laïcité dans les pays arabo-musulmans. La laïcité n'est pas synonyme d'athéisme. Et pour cause, un athée n'est pas systématiquement laïque d'ailleurs. Hein? La laïcité est une chance pour les pays musulmans et pour la Tunisie en l'occurrence, car elle met tout le monde sur les mêmes pieds d'estal. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire les citoyennes
et les citoyens. On parle de Tunisie, c'est-à-dire les Tunisiennes et les Tunisiens. Puisque M. Sepsi est en train de dire aux Tunisiens, votez pour moi, je suis laïque, ne votez pas pour M. Marzouki, vous allez voter pour l'extrémisme islamiste en Tunisie. On va être une deuxième Syrie ou une deuxième Algérie des années 90. Donc tout ça est faux. Il faut dire la vérité aux Tunisiens. Il n'y a pas de sujet tabou. Moi, j'appelle toutes les chaînes de télévision arabophones, francophones, dans les pays arabo-musulmans, de traiter de ce sujet de laïcité. Être laïque ne veut pas dire être impie. Monsieur Marzouki n'a rien d'un monsieur impie. C'est un monsieur musulman. Il est laïque, il respecte les règles de la démocratie, il veut rassembler. C'est un rassembleur. Il veut rassembler autour de lui des laïcs, des islamistes. Et je pense, de mon point de vue, de mon humble point de vue, Nahda a fait son bonhomme de chemin. Nahda est devenu, d'ailleurs c'est un mouvement, c'est-à-dire il est en évolution constante. Il va vers plus de modernité, plus de modération, sans trahir bien sûr ses idéaux. Et Nahda respecte aujourd'hui, me semble-t-il, les règles du jeu de la démocratie. Et je pense que Marzouki, il est porteur de cette liberté, de cette démocratie, quoi qu'on dise. Et puis après tout, il n'a pas 80 ans aujourd'hui. Donc, Marzouki, pour moi, est une personne pour laquelle il faut dire oui aujourd'hui, serait-ce pour une transition démocratique, comme votre autre invité, M. Mounir Boultaïfa, si j'ai bien entendu, l'a si bien dit. Il faut passer à autre chose, on en a marre. Le gaz et le pétrole ne coulent pas à flot en Tunisie. C'est un pays où il faut retrousser ses manches, il faut travailler, il faut créer de l'emploi. N'oubliez pas pourquoi le premier shahid, le premier martyr a mis le feu. Il s'est immolé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'emploi. Parce qu'il a perdu sa dignité. Alors il ne faut pas l'oublier. Excusez-moi, M. Benchanouf, mais là c'est la colère. Oui, je comprends. Il faut passer à autre chose. Comme il l'a dit Mounir, oui, que le meilleur gagne. Ok, j'accepterai si M. Sepsi demain gagne. Parce que s'il gagne, ça veut dire que la démocratie aussi a gagné. S'il n'y a pas les élections se passent de façon démocratique, transparente et restez avec nous, Lila Haddad. Restez avec nous, Lila Haddad. En tout cas, vous au moins, vous affichez ouvertement votre sympathie pour un des deux candidats. C'est Mounir Beltaïfa. En vérité, tout en essayant de rester le plus neutre possible, Monsieur Sepsi a en effet, dès la proclamation des résultats, dans une émission de Monsieur Bourdin, a carrément qualifié les gens qui ont voté pour Marzouki de djihadistes, salafistes, groupes violents, etc. Vous le savez aussi bien que moi. Et depuis, c'est comme s'il avait donné un signal. Tout le monde, dans cette campagne électorale, s'évertue à faire passer Marzouki comme pour une sorte de VRP du djihadisme. Que pensez-vous de ces méthodes? Moi, je reviendrai volontiers au basique. Les Tunisiens de l'étranger sont en train de voter aujourd'hui et demain. Oui. Les Tunisiens de Tunisie vont voter dimanche. Et ce n'est pas les représentants de Daesh qui votent, ce sont des Tunisiens. Et moi, je pense que, importe peu, je dirais, ce que pensent les autres, les djihadistes ou les terroristes à l'extérieur de la Tunisie, je pense que c'est un choix des Tunisiens qui va s'imposer dimanche soir ou lundi matin. Maintenant, Bézir El-Sebsi a certainement voulu dire que ce sont, je dirais, l'électorat de Nahda qui s'est reporté qui a, je dirais, voté massivement pour Marzouki. Mais il ne voulait pas forcément qualifier l'électorat de Marzouki de djihadiste. Là, mais c'est un terme qu'il a prononcé. Vrai, mais les médias ont sauté dessus. Non, M. Beltaïfa. Monsieur Beltaïfa, je m'excuse. Je suis désolé de vous interrompre. Il a prononcé les mots islamiste, djihadiste, groupe violent. Il n'a pas dit les militants de Nahda. Il a dit islamiste, djihadiste, groupe violent. Oui, mais vous avez bien remarqué vous-même qu'il n'a pas redit ça depuis. Oui, c'est vrai. Il y a eu une erreur de communication. Tout à fait. Il a bien voulu quand même corriger. Il n'en a pas fait une religion. Il n'a pas définitivement
classer tous les Tunisiens, 32% ou 33% des Tunisiens, en djihadistes. C'est pas vrai. Oui, c'est une erreur de communication, en effet, pour le moins qu'on puisse dire. Sinon, si Mounir Beltaïfa, imaginons les deux possibilités. Si M. Qaïd Sebsi est élu, il va disposer de la totalité des pouvoirs législatifs et pouvoir exécutif. Si Marzouki est élu, et il va être un président de parade, puisqu'il n'aura aucun véritable pouvoir, aucune véritable présence politique, si ce n'est de pure forme. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, dans le deuxième cas, si Marzouki est élu, est-ce qu'il sera obligé, est-ce qu'il sera contraint de dissoudre l'Assemblée? Et si c'est le premier cas, Béji Qaïd Sebsi qui l'emporte, est-ce que les Tunisiens n'auront pas l'impression qu'il y a eu un retour de l'ancien régime et qui a récupéré la globalité du pouvoir? Écoutez, vous avez raison. Les Tunisiens ont à la fois peur du retour de l'ancien régime, si Béji Qaïd Sebsi finalement rafle tout, et les Tunisiens ont peur de se retrouver avec une marionnette pendant 5 ans, parce qu'ils ont eu l'impression que depuis 4 ans, ou depuis 3 ans plutôt, Marzouki n'a rien foutu à la présidence de la République. Bon, tout ça sont des caricatures. Dans la réalité, le pays fait face à des difficultés économiques majeures. Il y a un déficit budgétaire énorme, il y a un taux de chômage élevé, et que ce soit l'un ou l'autre qui gagne les élections, il va rien se passer d'autre qu'une focalisation sur les problèmes économiques et la création d'emplois et le développement. Donc, de toutes les façons, je ne pense pas que Marzouki soit mis à l'écart, parce qu'on aura besoin de son soutien aussi pour avancer vite. Et je ne pense pas que Béji Qaïd Sebsi se préoccupe de faire revenir l'ancien régime, parce que de toutes les façons, on a déjà des gens qui attendent depuis 4 ans pour avoir un job et pour pouvoir manger dans le sud. Et il me semble que dans le nord, ça va pas mieux non plus. Donc, les problèmes économiques vont reprendre le dessus sur la politique. Je pense que la politique nous a suffisamment occupés en 2014, et maintenant, en 2015, on va s'occuper, je dirais, de l'économique et du social. Ça veut dire, selon vous, quel que soit le vainqueur, la Tunisie devra s'atteler aux vrais problèmes et mettre de côté toutes ces histoires de djihadisme, d'islamisme, d'ancien régime, etc. Absolument. Et vous verrez que si jamais ça ne se passe pas comme ça, eh ben, je ne donne pas plus qu'1 an pour que le peuple tunisien retourne la situation. Restez avec nous, Mounir Beltaïfa. Lila Haddad, vous qui êtes accrédité auprès de l'Union européenne, quelle est la perception de l'Europe sur ces élections et surtout sur ces deux candidats? L'un qui passe pour être quasiment un islamiste, parce qu'il a cohabité avec Nahda, et l'autre pour être âgé de 88 ans, il me semble. Écoutez, l'Union européenne, en tant qu'institution officielle, elle est en situation de wait and see, donc elle attend de voir, elle ne peut pas se prononcer. Et vous le savez très bien combien les pays du sud de la Méditerranée sont susceptibles quand on dit l'une ou l'autre chose. Hein, on crie toujours, on crie très vite à oui, voilà, elle s'ingère dans les affaires intérieures de ce pays. Donc, pour l'instant, c'est le wait and see. Maintenant, de façon informelle, quand personnellement je croise l'un ou l'autre fonctionnaire européen ou un député européen et on échange quelques mots comme ça dans les coulisses du Parlement européen, on vous dit mais écoutez, c'est dommage que M. Marzouki s'est allié avec les islamistes. Et je vous le dis, donc vous voulez que je vous dise ce qu'il en est, voilà ce qu'on dit. Oui. Et quand on leur dit mais écoutez, vous le connaissez très bien, surtout les députés, les eurodéputés français, c'est un monsieur démocrate, laïque, intellectuel, etc. Mais c'est pour vous dire, monsieur Benchanouf, voilà ce qui est
voilà l'écho qui arrive donc du sud vers le nord. Quand on leur parle de Monsieur Sepsi, c'est vrai, ils froncent un peu les sourcils en disant mais 88 ans, c'est-à-dire dans 2 ans. C'est vrai, il est superbe, hein, Monsieur Sepsi. Il a une force énorme. Il a l'air d'être quand même encore en pleine santé, serait-ce au niveau intellectuel. Vous avez vu quand il a encore une bonne diction, il a encore plus ou moins une bonne mémoire, ça au plan de la santé. Mais au-delà, c'est vrai qu'il leur rappelle Ben Ali. C'est vrai qu'il rappelle à l'Union européenne tous ces militants tunisiens, tous ces Tunisiens libres qui ont été emprisonnés, qui ont été torturés. Oui, ça rappelle tout ça à l'Union européenne. Donc la situation, encore une fois, c'est une situation de wait and see. Et pour réagir par rapport à la question que vous avez posée à Mounir il y a un instant, c'est-à-dire dans le cas où M. Marzouki remporte l'élection présidentielle, il va être une sorte de marionnette parce que toute une vague, tout un raz-de-marée autour est plutôt de côté de droite, la droite. Je sais pas, dans ma tête c'est droite-gauche, donc les gauchisants, ils sont des libéraux. Moi je pense que il faut arrêter de comparer la Tunisie à des pays pétroliers et gaziers comme son grand voisin algérien. C'est un pays qui n'a pas d'argent, qui sait qu'il doit économiser de l'argent pour des choses beaucoup plus nobles et beaucoup plus urgentes. Et Mounir les a bien énumérées et expliquées. À mon avis, il faut trouver une ruse dans le sens noble du terme, pour essayer de gouverner tous ensemble, car convoquer des élections législatives anticipées, je pense que ça va coûter énormément d'argent et ça va encore déstabiliser et créer de faux problèmes, comme le disait Mounir, par rapport à toutes ces histoires d'islamisme, de Daesh, de je ne sais pas quoi. Les Tunisiens sont des sages, ils sont intelligents, ils ont énormément d'expérience et je crois en ces gens-là. Je crois en la personne humaine tunisienne. Comme il a dit Mounir encore une fois, parce qu'il est tunisien et je ne le suis pas, il connaît beaucoup plus que moi les choses et en profondeur. L'essentiel, c'est que la démocratie soit, elle, le plus grand vainqueur. Lila Haddad, à propos d'argent, vous parliez d'argent. L'Europe sait très bien que la Tunisie est dans une situation très difficile. Les pays frères, en Saoudie, certains Émirats, pour ne pas les citer, sont en train de financer en dessous de la table pour des visées politicardes. Mais l'Europe, pour ce qui la concerne, est-ce qu'elle est disposée à aider réellement, économiquement, la Tunisie à redémarrer, à retrouver un peu de son dynamisme d'avant la Révolution? Écoutez, de la bouche de Monsieur Gilles Pargnot, pour ne pas le nommer, c'est un eurodéputé français qui fait partie du groupe socialiste. J'ai pas envie de me tromper sur le chiffre parce que je ne l'ai pas préparé. Je lui ai posé la question exacte que vous venez de poser. Et parce que vous le savez très bien que l'Union européenne, au lendemain du printemps arabe, elle a rénové ce qu'elle appelle la politique européenne de voisinage et elle a dit maintenant, moi je vais appliquer une nouvelle politique qui s'appelle le more for more, plus pour plus, démocratiser plus, vous recevez plus d'aide. Quand je lui pose cette question à M. Pargnot, il me dit, j'ai dit la Tunisie, c'est le seul pays aujourd'hui qui démocratise. Alors pourquoi ne pas intensifier et pourquoi ne pas renforcer l'aide européenne? Et il me donne un chiffre, mais il me dit, écoutez, pour 2015-2017, l'Union européenne va aider la Tunisie avec 300 millions d'euros. Mais c'est un chiffre à prendre au conditionnel parce que je ne veux pas donner une information qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas juste. Si ma mémoire est bonne, c'est ce montant qu'ils veulent injecter directement dans l'économie tunisienne. Ça, c'est en argent frais, direct. Maintenant, il y a toutes les autres aides indirectes, c'est-à-dire au niveau de l'expertise, au niveau de... il y a beaucoup d'instruments que l'Union européenne, à chaque fois, utilise pour venir en aide à l'économie tunisienne. Lila Haddad, je vous sais fine mouche pour vous connaître, vous qui fréquentez un peu les travées du Parlement européen. À votre avis, pour qui penchent les Européens? Qui ils voudraient voir comme président tunisien
même s'il ne l'avoue pas ouvertement. Selon vous? Très difficile, très difficile, J'imagine. mais parce que très difficile. Oui. Je vous le disais tout à l'heure, ils veulent pas s'ingérer, et qu'est-ce que vous voulez. Et des Européens qui ont la nationalité tunisienne, comme ceux qui votent aujourd'hui en Europe, oui, j'ai essayé de prendre le pouls un peu. C'est vrai que la tendance, elle est plus Marzouki. Voilà, mais les Tunisiens d'Europe, oui. Ça veut dire parce qu'il est plus jeune? Vous parlez d'un diplomate européen ou d'un homme politique européen ou d'un député européen, c'est délicat. Oui, mais merci Lila Haddad. Je vais demander à Mounir Beltaïfa, vous qui êtes un membre fondateur d'une organisation patronale tunisienne en France, est-ce que les milieux d'affaires tunisiens, de la diaspora tunisienne, sont disposés à revenir massivement en Tunisie, y investir, faire partie de la dynamique de relance? Oh, écoutez, oui, déjà, bien entendu, sur le nombre d'entreprises, effectivement, qui étaient installées en Tunisie, il y a eu un petit recul ou un petit retrait depuis 4 ans. Justement, justement. Il n'y a pas de stabilité. Oui. Et là, maintenant, à partir de 2015, la stabilité va devenir beaucoup plus qu'une promesse. Ça va devenir une réalité, j'espère bien, dès le 2e trimestre. Et donc je pense que les investisseurs n'ont qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Je dirais même plus que ça. Même les investisseurs tunisiens étaient jusque-là frileux. Et à partir de 2015, ils vont se remettre à investir. Parce qu'il n'y a rien de plus important pour un investisseur que de rentabiliser son capital. Mais oui, évidemment. Donc voilà, je pense que 2015 va être une année de croissance, malgré le fait que le prix du baril est en train de baisser et que la crise va s'intensifier pour certains et va diminuer pour d'autres. Pour nous, en Tunisie, c'est une année de travail, et qui dit travail dit croissance. C'est-à-dire, selon vous, si des signaux assez forts sont donnés d'un retour de la stabilité politique, le patronat tunisien, en Tunisie ou dans la diaspora, va revenir aux affaires. Dans les affaires, plutôt. Absolument. Très, très vous bien. savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est simple. Parce que tant qu'il n'y a pas de stabilité et tant qu'il n'y a pas de retour au travail, le dinar va perdre de sa valeur. Et l'investisseur tunisien, s'il a 100 millions aujourd'hui, demain il va se retrouver avec 80. Donc il a intérêt à faire tourner son capital et à arrêter, je dirais, de sa dévaluation par simple inflation. Donc tout le monde a intérêt à se remettre au travail là. Vous savez, Mounir Beltaïfa, en Tunisie, en plus de l'insécurité qui a été créée avec ce djihadisme de Pakouti, bien qu'il ait fait des victimes, Rabbi Rahmam, le recours à la grève en Tunisie, des grèves qui se comptent par milliers comme moyen de pression politique, a vraiment mis l'économie tunisienne à genoux. Et ce n'est même pas un recours syndical, réellement syndical pour les droits des travailleurs. C'est des milieux politiciens qui utilisent la grève pour faire mal au groupe d'en face. Vous pensez que cela va s'arrêter? Malheureusement, non. Contrairement à ce que vous venez de dire, je pense que les grèves qui ont fait du mal à l'économie tunisienne, ça, il n'y a aucun doute. Je dirais, ont été pour la plupart des grèves visant à défendre les intérêts des travailleurs. Et malheureusement, ce qui a aggravé, je dirais, les grèves, plutôt que de calmer le jeu, ça a été un peu la surdité du patronat. Et j'en fais partie, donc j'en prends ma part de responsabilité. Je pense que le patron tunisien s'est habitué à, je dirais, une stratégie de low coster, c'est-à-dire de politique de bas prix. Et donc, ce qui l'arrange, c'est des salaires bas, et il ne sait pas comment maintenir ses affaires et développer ses affaires s'il augmente les salaires. Et je pense que la révolution tunisienne est arrivée pour dire stop à la politique des bas salaires. Non seulement il y a des gens qui sont diplômés et chômeurs, mais en plus ceux qui ont un emploi, ils n'arrivent plus à passer le 20 du mois avec leur salaire. Donc il faut absolument, il y a une situation sociale délicate, et il faut absolument que le patronat, dans son ensemble, change sa vision du business et trouve un nouvel équilibre dans le dialogue social avec les syndicats de travailleurs et beaucoup plus de respect pour les travailleurs. Mounir Beltaïfa. Ce problème-là est beaucoup plus un problème de dialogue social qu'un problème politique.
Mounir Beltaïva, merci infiniment pour votre franchise. Vous parlez comme un patron peu ordinaire. Nous vous en remercions et j'espère vous revoir bientôt dans une autre de nos émissions. Lila Haddad, il nous reste à peu près 1 minute de temps. Je vous laisse conclure donc. Lila Haddad. Oui, je suis là. J'ai failli partir. Je n'ai pas entendu votre question. Oui, il n'y a pas de question. Je vous laisse conclure. Qu'est-ce que vous espérez pour la Tunisie? Moi, je dis aux Tunisiens, ne gâchez pas votre belle révolution de jasmin. Choisissez la démocratie. Votez pour une Tunisie plurielle, multiculturelle. Et je pense qu'il est clair que Marzouki ne laissera pas sur la route ceux que Ben Ali a condamnés à la pauvreté absolue et à la précarité. Je pense que pour Marzouki, il n'y a pas de Tunisiens de première zone et de Tunisiens de deuxième zone. Il y a des Tunisiens tout court. Et donc, je suis désolée, aujourd'hui, j'ai dû ôter ma casquette de journaliste pour être celle qui a connu de très près, qui a rencontré cet humble homme, pardonnez-moi, Monsieur Marzouki, et je pense qu'il a beaucoup de choses à donner à son pays, à ses concitoyens, et en tout cas, je souhaite que c'est son nom qui sortira des urnes. Merci beaucoup. Le résultat, vive la démocratie. Merci Lila Haddad, en espérant vous revoir bientôt. Cette émission est terminée. Salam alaikum. Bislama. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour.